jusqu'à Bush Junior, en passant par les années 60. Quelle Amérique? Laquelle? Celle des grands espaces, celle de la route, de la prairie, de l'Ouest, ou celle que l'on connaît, de la guerre préventive? On commence par ce qu'a été tout a commencé un jour, hein, ok. Donc ce soir America, on peut écrire America aussi avec un K si on veut, comme l'écrit Steve Earle. Steve Earle, c'est un chanteur de country rock. Il y a un papier dans Rock & Folk ce mois-ci sur lui. Bon, c'est très bien ce qu'il fait. Moi, je pense même qu'avec son dernier album, et même avant déjà, il sonne un peu comme il fait ce que faisait Dylan dans les années 60, à l'époque de la guerre du Vietnam. Maintenant, 2002, Steve Earle. Il nous sert comme point de départ et il va nous ramener dans les grands espaces libres, ouais, qu'on a paumé partout, n'importe comment, bien sûr. Satisfied customer on the front of the line for the American dream. I remember we was both out on the boulevard talking revolution and saying the blood. Ouais, c'est quoi le rêve américain? Days letters to the editor and cheating on the taxes is the best that we can do. Come on. Doctors now on Wall Street sharpening the scalpels and trying to cut a deal. Meanwhile, back at the hospital, got accountants playing God and counting out the pills. Yeah, I know that sucks, that your HMO ain't doing what you thought it would do. Well, everybody's gotta die sometime. Now we can't save everybody, it's the best that we can do.
Ouais, Steve Earle, son dernier album qui vient de paraître maintenant. Tradition country de Nashville et rock rebelle. L'Amérique de Bush, les va-t-en-guerre du Pentagone, cette Amérique qu'Henry Miller appelait le cauchemar climatisé. C'est même l'un des titres des bouquins d'Henry Miller, le cauchemar climatisé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Amérique devienne folle? Commençons par le début. Il y a à peine plus d'un siècle, hein, la grande Amérique sauvage et libre, celle dont j'ai la nostalgie. C'est un immense territoire, comme au premier temps du monde. La nature est intacte à ce moment-là de l'histoire. Intacte de la côte est à l'Atlantique, de l'Atlantique au Pacifique, du Canada au Nouveau-Mexique, hein, tout le grand territoire de fantastiques paysages. Des prairies à perte de vue, des forêts profondes, des montagnes enneigées, les Rocheuses, les Appalaches, des lacs, des rivières, un grand continent vierge, une nature splendide, des animaux et des hommes libres, à ce moment-là de l'histoire. Et dans cet immense territoire vit 1 million d'Indiens à peu près, très peu hein, pour cet immense territoire. On peut faire des kilomètres, des journées entières de chevauchée sans rencontrer un Indien. 1 million d'Indiens groupés en ethnies, en tribus qui ont leur territoire, hein, puis qui à certaines périodes s'en vont, suivent la migration des bisons qui descendent du nord, avec les froids. Ça, ce sont les pistes pour la chasse. Ils vivent de la chasse pour faire quoi? Pour nourrir le clan et leur famille, hein. Pas pour faire des fortunes en vendant les buffles, les bisons, les buffalos. Donc ils y sont les mecs déjà, hein, les Indiens. On dit le Nouveau Monde, ils sont déjà là. C'est quand même un ancien monde, hein. Non, Nouveau Monde parce qu'il a été construit après, d'accord. Ouais. Et ces mecs-là qui chassent pour se nourrir et seulement pour se nourrir, hein, ils ont leurs rites, leurs croyances, leurs coutumes. Ils habitent le grand continent rouge, guidés par des chamans. Et l'homme blanc est arrivé. Les premiers, ceux qui se sont foncés à l'intérieur des terres, vont devenir très proches des Indiens, apprendre leur dialecte, leur manière de chasser, de se déplacer dans la nature. Ce ne sont pas les colons cupides de la côte Est, et d'ailleurs, qui arrivent avec des canons et des dollars, ceux qui ont installé des villes sur la côte Est, des casernes, des maisons coloniales, des banques. Ceux de la première vague, des premiers voyages, ceux qui se sont lancés dans l'aventure en se foutant des risques, aspirés par le danger, la découverte des grands espaces. Je dirais qu'avec les Indiens, ce sont les vrais Américains. Les trappeurs comme David Crockett, Daniel Boone, Jim Bowie, qui a donné son nom à un couteau de chasse. Je rappelle que David Bowie a pris son nom
référence à ce couteau de chasse des trappeurs, le Bowie, qui a été fabriqué par Jim Bowie. Tous ces mecs, les éclaireurs, les pionniers avec leurs convois de chariots et leurs familles qui viennent d'Europe et qui veulent vivre autrement, tenter leur chance dans un pays neuf. On dit un pays neuf, mais c'est partout une terre très ancienne pour les Indiens, avec des ancêtres, une mémoire, oui. Là, ceux-là qui arrivent, trappeurs, éclaireurs, pionniers, ceux-là n'ont pas trahi ce territoire. Ils ont créé une aventure superbe, celle des bivouacs, des podcastors, des convois sur les longues routes de poussière qu'on voit dans les superbes films des années 50 et puis les livres de Fenimore Cooper, de ceux qui sont contemporains de cette époque et d'autres. Eux sont des hommes libres, ok, qui traversent les canyons, lancés sur la piste sans fin, la cervelle incendiée par les visions, par l'image, par le paysage, par la sensation de vivre. Ils sont, eux, la véritable incarnation du rêve américain. Et je dis, chapeau bas, messieurs, ouais, vous avez allumé de foutues étoiles en plein ciel. Pas les étoiles de vraies étoiles, pas les étoiles de la bannière étoilée, celles que Hendrix torturait tout à l'heure sur l'électricité, il avait bien raison, mais la légende de la piste, ça qu'ils ont laissé, l'étoile allumée, la légende de la piste. Au rythme des paysages, de l'aventure, des découvertes, la splendeur, l'âpreté aussi, de vivre, l'urgence. Soir, les chansons autour du bivouac. I rode out of Kansas City, going south to Mexico. I was running, dodging danger, left the girl that I loved so. Far behind lay Kansas City and the past that I had earned. 20 notches on my 6-gun mark, the lessons I had learned. Many times I sold my fast gun for a place to lay my head, till the nights began to haunt me by the men that I left dead. Couldn't stand it any longer with this life that I'd begun, so I said goodbye to Jeannie and became a running gun. I rode into Amarillo as the sun sank in the west, my thoughts in Kansas City and the girl that I love best. As I smiled and kissed her gently and then turned away to go, said I'd send for her to meet me when I'd reached old Mexico. I had barely left the saddle and my foot just touched the ground, when a cold voice from the shadows told me not to turn around. Said he knew about my fast gun, knew the price paid by the law, challenged by a bounty hunter, so I turned around to draw. I knew someday I'd meet him, for his hand like lightning flashed. My own gun stood in leather as his bullet tore its path. As my strength was slowly fading, I could see him walk away, and I knew that where I lie tonight, he too must lie someday. Now the crowd is slowly gathering, but my eyes are growing dim, and my thoughts return to Jeannie and the home that we had planned. Oh, please tell her, won't you, mister, that she's still the only one, but a woman's love is wasted when she loves a running gun. Running gun.
au début du 19e siècle, il n'y a pas longtemps, quand ces mecs s'enfoncent dans le grand territoire, vers l'ouest, traversent les montagnes rocheuses, et les trappeurs partagent la vie des Indiens. Ils sont pas sapés comme les fermiers ou les cow-boys de l'Est. Ils sont vêtus de peau, de fourrure, la chasse au castor, rien d'autre. Ils n'ont pas envie de construire une ville et d'y vivre enfermés, loin des grands espaces. Ils vivent comme les Indiens, dans les territoires de chasse. Les peaux revendues payent à peine le tabac, les provisions de whisky, la poudre du fusil. L'essentiel pour vivre l'instant, l'urgence et la beauté de l'instant. Et ces mecs-là sont les premiers à se heurter aux montagnes rocheuses. L'incroyable rempart devant, avec les sommets de neige. Et les Indiens évitent de s'aventurer dans ces régions. Pourquoi? Ils disent que le royaume des morts se trouve au cœur des rocheuses. Que la montagne est peuplée de fantômes et d'esprits. Alors souvent, les trappeurs sont seuls dans cette putain de solitude vertigineuse des rocheuses, comme les pionniers qui suivront derrière. Tout est possible, L'accident, la rencontre d'un ours des montagnes, un grizzly, un puma, le froid dans la cabane de planches, la solitude, les hurlements du vent, l'incroyable montagne qui sonne, mystérieuse. Et puis on redescend sur le versant pacifique, la vallée de Sacramento, les territoires apaches. Vers 1830, on trouvait un poste de trappeur où les Indiens venaient faire des échanges, comme ça, du troc. Les Sioux, les Cheyennes, les Pawnees, entre la rivière du Nebraska et les montagnes rocheuses. Un poste de trappeur. Et puis on a ouvert la route aux émigrants, à ceux qui envahissaient le territoire des Indiens et qui volaient leurs terres. Les tribus qui venaient au poste des trappeurs ont pris le sentier de la guerre, et le poste des trappeurs a vu arriver des soldats. Et il est devenu le célèbre fort Laramie. C'était plus le poste des trappeurs, mais le fort de la cavalerie américaine, avec la bannière. Déjà en 1812, ce qu'avait dit un chef Pawnee qui avait décidé de combattre l'homme blanc, chaque année, notre envahisseur blanc devient plus avide, exigeant, oppressif et autoritaire. La misère et l'oppression, tel est le lot qui nous échoit. Ne sommes-nous pas dépouillés jour après jour du peu de liberté qui nous reste? À moins que les tribus ne se liguent unanimement pour modérer les ambitions et l'avidité des Blancs. Nous aurons bientôt tous conquis et désunis. Nous serons chassés de notre pays natal et éparpillés comme des feuilles d'automne par le vent. Ce que dit un chef Pawnee à cette époque. Ouais, c'est un cri d'alarme. Très vite changé en cri de guerre. Dans les camps des Navajos, des Cherokees, des Sioux, des Apaches. Devenus des guerriers surnaturels, avec des peintures de guerre à la lueur des feux, chargés par la magie des chamans, des incantations. Eux qui ne croient pas à la mort, mais au paradis des chasses éternelles. Vous voyez ce qu'avait en face d'eux, une espèce de horde de guerriers de la nuit ou du jour, mais surnaturels. Les Irlandais et d'autres engagés dans la cavalerie américaine uniforme bleu, les convois de pionniers. Les trappeurs, depuis longtemps déjà, étaient en contact avec les Indiens, on l'a vu. Et là, c'est autre chose qui se passe. Le poste des trappeurs est devenu un poste de l'armée. Je trouve ça génial. Le fort Laramie, qui est un fort mythique, le fort Laramie, dans tous les westerns, on s'en souvient historiquement, à cet emplacement-là, il y avait avant un poste de trappeur, où les Indiens venaient faire des échanges, des provisions, du troc. Et après, au même endroit, un poste de la cavalerie américaine. Ça veut dire que là, il y a guerre contre les Indiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'avec les trappeurs, ça marchait. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, sans doute, l'avidité, la cupidité. Je prends, je construis, j'agrandis. Je fais fructifier au-delà de ce qui est nécessaire pour vivre. On arrive déjà à une idée d'économie mondiale quelque part. Tout à l'heure on le verra, l'un des mecs qui a emmené un troupeau de bétail un millier de bêtes à cornes comme ça sur la piste jusqu'à Abilene. Ce cow-boy fermier qui arrive avec ces milliers de têtes qui rentrent dans Abilene et non pas les quelques bêtes à cornes qui lui suffiraient pour vivre. On peut dire une dizaine, vingtaine, trentaine si tu veux. Mais là, c'est des troupeaux énormes. Réaction de ce mec qui dit:
on a la viande, toute cette matière, tout ça, pour nourrir le monde, il fait. Bon, c'est peut-être un trait d'humour, mais déjà, ce mec, dans sa cervelle, il implique que c'est plus pour se nourrir lui-même tout de suite, mais que ça va au-delà, il y a un pouvoir derrière tout ça. Et au-delà, bien sûr, avec l'arrivée... Enfin, tout ça, c'est l'Est qui pousse dans ce sens-là, ok, ouais. Et là-dedans, on devient quoi, nous, paumés, largués, embarqués dans un face-à-face dément avec la nature, déjà, et on est en train de faire un saccage là-bas, à ce moment-là de l'histoire. Un saccage, ça reste une terre d'aventure avec le saccage, bien sûr, la guerre, la mort, la beauté des paysages, tout s'accélère, le meurtre des Indiens. Il y a une différence entre les combats tribaux, entre les tribus d'Indiens qui se combattaient, quelques cadavres sur le terrain, ils repartaient, c'était presque un jeu de vie et de mort, mais avec des règles comme ça, à comparer avec ce que les canons de l'armée envoient sur les Indiens, qui sont massacrés par paquets. C'est de l'extermination, bien sûr. Dans cet Ouest qui est immense, tout était possible. Le mystère, la magie. Le village de l'Ouest, qui avait à peine un shérif, la loi y était juste pour la protection immédiate des concitoyens qui étaient là, c'est tout. La loi pouvait se faire si le mec avec son colt était plus fort. L'honneur pouvait aussi jouer. Parce que tu étais quoi? Tu étais nu et à vif devant l'immensité en urgence immédiate, sans aucun secours hormis toi-même, et les amis qui sont autour de toi. Le paysage, déjà vertigineux. Ces villages de l'Ouest, à la différence de nos villes d'aujourd'hui, ils sonnaient déjà dans la légende, dans l'immédiat, ouais. Bien sûr. Bah déjà, le plein soleil là-dessus, qui fait sonner l'urgence. Mais il est bien vrai que les tribus indiennes sont pas restées les mains liées, bras croisés à se laisser faire, ok, hein, dans les camps la nuit. Les chants de guerre, les incantations. Aux balades western de la bourlingue, eux, ils balançaient en face la magie pure.
aurait dû laisser l'Ouest aux pionniers, aux coureurs des prairies, aux trappeurs, pas aux enfoirés venus de Boston, de New York. L'un des premiers présidents des États-Unis, Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, lui, il voulait organiser le territoire de façon libre. Lui seul a eu une vision juste. On l'a oublié, ça. On l'a pas écouté. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Les autres présidents ont fait le contraire. Jusqu'à Bush Junior. Ce sont des anti-américains, eux. Jefferson, un vrai Américain, il aurait aimé, lui, garder les États-Unis comme un grand espace libre, pas corrompu par les politiciens et les hommes d'affaires, empêcher que se répande partout la révolution industrielle, l'énorme rouleau compresseur avec les usines, les manufactures, les ateliers, tout le grand bordel, que tout ça soit en Europe. Ok, on peut faire venir de l'Europe, mais qu'ici l'espace reste libre, sauvage. Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis, qui a dit en 1801, parole très forte, même violente. Pour l'ensemble de la production manufacturée, que nos ateliers restent en Europe. La perte occasionnée par le transport des produits à travers l'Atlantique sera compensée par un gain en bonheur et par la stabilité du gouvernement. Les foules des grandes cités contribuent tout autant au maintien d'un gouvernement non corrompu que des chancres au maintien de la force du corps humain. Waouh! La putain de critique! Personne fera ce qu'ils viennent de dire. Ils feront tous le contraire même. C'est pour ça que je dis que ce sont eux des anti-américains. Ce qu'a dit Thomas Jefferson, parole de prophète. Vous savez, les villes de l'Ouest, on dit les villes, un gros village de cow-boys avec la rue principale, sa poste, son saloon, son hôtel, le shérif aussi. Cette ville de l'Ouest, elle est souvent construite avec des maisons de bois préfabriquées qui arrivent d'Europe, de la côte Est. T'as plus qu'à les monter. On peut les monter et les démonter. Changer même la ville de place. Ce qui s'est vu souvent dans l'Ouest américain, c'est assez curieux. Il y a une ville qui est là, avec ses maisons, son saloon, la rue elle est pleine de cow-boys, il y a les chevaux, le bétail, enfin, la grande animation de la rue, tu vois. Tu reviens 6 mois après, au même endroit, la ville a disparu. Plus rien. Les types ont démonté les maisons, tout embarqué sur les plateformes des chariots pour aller planter leur ville ailleurs. Bon, une mine d'or, pourquoi pas, la proximité d'un lac, un point d'eau, une terre plus facile à cultiver. Il y a 1000 raisons de changer de place. Donc dans l'Ouest, on parle très peu de ça. Il y avait dans l'Ouest américain des villes nomades, comme les hommes qui faisaient la route et la piste. Donc des enchantements, des mystères qui hantent les pistes. Mark Twain, l'écrivain, à la mort de son père, il a commencé 5 longues années d'errance du Nevada à la Californie. Wow. Il est parti en bourlingue sur les routes. Il a laissé des bouquins, un livre qui s'appelle Pionnier vers l'Ouest. Et là, il raconte, il y est, dans une diligence, sa rencontre avec un Pony Rider. Le Pony Rider, c'est le mec du Pony Express, qui transporte le courrier à cheval, avant qu'il s'installe les chemins de fer dans les terres libres. Un mec à cheval, solitaire, en parfaite union avec l'Ouest sauvage. Mark Twain en a gardé un souvenir émerveillé. Donc il est dans la diligence, à la fenêtre, là, et il raconte la magie du Pony Rider, de celui qui amène le courrier à cheval, avant qu'il foute les voies ferrées et les trains. C'est-à-dire les instruments de communication qu'on appelle, qui sont totalitaires en vérité. Alors Mark Twain est dans la diligence, et voilà qu'il est intrigué par ces histoires de cavaliers solitaires qui galopent avec des haltes pendant plus de 10 jours pour porter le courrier. Peu de temps après, nous n'avions qu'une idée. Tendre le cou pour voir le Pony Rider, le messager rapide qui traversait à grande allure le continent de San Joe à Sacramento, parcourant avec ses lettres 1900 miles en 8 jours. Nous brûlions depuis le début du désir de voir un Pony Rider, mais d'une façon ou d'une autre, tous ceux qui nous croisaient ou nous dépassaient se débrouillaient pour passer comme des éclairs pendant la nuit. Nous n'entendions donc qu'un sifflement et un salut, et le rapide fantôme du désert avait disparu avant que nous ayons eu le temps de mettre nos têtes à la fenêtre. Mais maintenant, nous en attendions un d'un instant à l'autre, et nous allions le voir en plein jour. Justement, le cocher s'exclamait « Le voilà !» Tous les coups se tendent un peu plus, et tous les yeux s'écarquillent davantage.
Loin, à la limite de la morne prairie, apparaît contre le ciel un point noir qui bouge manifestement. En 1 ou 2 secondes, il devient un cheval avec son cavalier qui s'élève et retombe, s'élève, retombe. Il avance impétueusement vers nous. Il devient de plus en plus distinct, sa silhouette de plus en plus précise, plus près et encore plus près. Et le staccato des sabots nous arrive faiblement aux oreilles. Un instant encore, puis un ou un hurrah qui jaillit de la diligence à son encontre. Le cavalier agite la main, mais sans répondre. Et l'homme et le cheval passent en trombe devant nos 3 visages transportés et s'envolent, au loin, comme une tardive queue d'orage. La vision hyper lyrique de Mark Twain pour montrer sa sensibilité, et comment l'expliquer autrement, la magie, le mystère de l'apparition de ce mec qui chevauchait à travers les grands espaces, le galop sauvage, pour porter quoi? Le courrier, hein? Un homme sur un cheval, avant que les Blancs installent ce que les Indiens appelaient le cheval de fer. Pas la même chose. Là, c'était l'époque du Pony Express, du Pony Rider. Et Mark Twain, il était en pleine magie, sûr. Quelques années après, tout ça a disparu. Ouais, très vite. Il y a eu quelques années de grand bonheur dans l'Ouest, où tout fonctionnait en perfection avec le paysage, avec tout ce qui était autour du mec qui fonçait vers la côte ouest, avec ses sacoches pleines de courriers, qui devait arriver très vite, apporter le courrier, faire que les échanges se fassent. Les échanges se faisaient comme ça, avec un Pony Rider. Alors évidemment, avec le train, ça a été plus rapide. Mais est-ce que tu as envie d'avoir une lettre lundi ou vendredi? Qu'est-ce que ça change? C'est pas un problème de temps, le courrier que tu reçois, sauf si dans ta lettre, il y a une urgence. Et l'urgence, ça appartient toujours au monde pressé, au monde moderne, donc au monde qu'ils étaient en train de construire. Le Pony Rider amenait le courrier, et voilà, on recevait le courrier, on se disait pas « Mais qu'est-ce qui se passe? Mon courrier n'est pas arrivé !» Hein, bon, ça c'est le problème des factures, de l'urgence du monde moderne, de la connerie de courrier sous toutes ses formes, email et autres. Bon, faut dire la vérité, ça fonctionne comme ça pour le commerce, c'est tout, rien d'autre. Là, c'était pour la communication, la vraie. Elle se faisait à cheval. Reuben James, in my song you'll live again, and the phrases that I rhyme are just the footsteps out of time, from the time when I knew you, Reuben James. Reuben James. All the folks around Madison County cussed your name, but just a no-count sharecropping colored man who would steal anything he can, and everybody laid the blame on Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed fields of my mind. The faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now, Reuben James. Flora Gray, the gossip of Madison County died with child, and although your skin was black, you were the one that didn't turn your back on the hungry white child with no name, Reuben James. Reuben James, with your mind on my soul and a Bible in your right hand, you said turn the other cheek, or there's a better world awaiting for the meek. In my mind these words remain from a Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed field of my mind. The faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now, Reuben James. Reuben James. One dark cloudy day they brought you from the field, and to your lonely pine box came just a picture of me in the rain, just to sing one last refrain for Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed field of my mind. The faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now, Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed fields of my mind. The faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now.
Ouais, on va pouvoir, avec le train, surtout exporter les récoltes des colons, embarquer le troupeau des cow-boys qui ne prennent plus la piste. Teuf dans le nuage noir, la fumée, plaf, t'es dedans. Le mec, il emmène son troupeau aux abattoirs de Chicago pour faire des sous. Ok. Le train, souvent attaqué par les Indiens, hein, c'est bien connu dans l'histoire, qui chargeait arcs et flèches, et aussi carabines de contrebande. Waouh, scouf. En face, les armes automatiques, le mur de ferraille du train, c'est déjà le blindé des guerres modernes, contre les cavaliers de la prairie. Ils en ont chié à construire leur putain de train. Il y a eu des morts, ouais. Mais en représailles, combien d'Indiens massacrés, déportés, chassés de leurs terres. Ouais, ça c'est la victoire de l'homme blanc, hein. Le putain de serpent de fer. L'offensive générale de l'Union Pacific, hein, c'est marqué sur tous les wagons. Installer le chemin de fer sur les terres des Indiens qui ont rien demandé. Ouais, il est bien dit, la progression du chantier était conçue comme une opération militaire en territoire ennemi, écrit à l'époque. C'est vrai qu'au début, il avait une gueule de tortillard, c'était super, c'était l'aventure, tu montais, tu t'entassais, tu pouvais monter même sur la locomotive, ça gênait personne. La liberté d'être dans tes instants, avant qu'il devienne le grand convoi de fer, de l'esprit, ouais, totalitaire, c'est le mot. Là, on est encore dans le Grand Ouest. Et les Indiens attaquaient le train, bien sûr, un serpent de fer sur leur territoire. Mais c'est quoi ce truc de barge? Pour d'autres, c'était l'aventure qui sonnait au soleil, à la nuit, selon les périodes, les moments de ta vie, l'urgence, ouais, une sorte d'adolescence de l'humanité, ouais. D'enfance sauvage et violente de l'humanité. Avant la corruption des esprits. This here's a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know if you got certain things on board when you go through the toll gate, well, you don't have to pay the man no toll. Well, the train driver, he pulled up to the toll gate, and the man hollered and asked him what all he had on board, and he said, I got livestock, I got livestock, I got cows, I got pigs, I got sheep, I got mules, I got all livestock. Well, they said, you all right, boy. You don't have to pay no toll, you can just go right on through. So he went on through the toll gate, and as he went through, he started picking up a little bit of speed, picking up a little bit of steam. He got on through, he turned, looked back to man, he said, well, I fooled you, I got pig iron, I got pig iron, I got all pig iron. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Oh, cloudy in the west and it looked like rain. Round the curve come a passenger train. Northbound train on the southbound track. She's all right, I'll even, but he won't be back. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Well, I may be right and I may be wrong, but you're gonna miss me when I'm gone. Well, the engineer said before he died there were 2 more drinks that he'd like to try. Conductor said, what could they be? A hot cup of coffee and a cold glass of tea. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Ouais, le chemin de fer arrange bien les affaires des spéculateurs installés dans les grandes villes, sur la côte Est. Déjà en 1793 est apparue une nouvelle monnaie, le dollar, qui devient monnaie fédérale.
Et la première moissonneuse mécanique, tu vois, on rentre dans la mécanisation, mondialisation déjà, on fait plus grand, plus vaste, plus large, au-delà de nos nécessités personnelles, même communautaires, au-delà des frontières même. Donc déjà, les premiers germes de tout ça. Ce qu'on a appelé ici en Europe aussi la révolution industrielle. La première moissonneuse mécanique est en place en 34, à peu près au moment de la chute de Fort Alamo, ouais. Dans ces années-là, quoi. Ouais, la révolution industrielle qui se met en route, en marche et qui écrase tout. D'autres découvertes curieuses dans l'Ouest. 1836, le fameux 6 coups qui a été fabriqué par Samuel Colt, le Colt de l'Ouest. Avant, c'était quoi? C'était les carabines, bien sûr. Et puis, la même époque, la chute de Fort Alamo. Fort Alamo, un groupe de Texans encerclés par des milliers de Mexicains et un groupe de trappeurs, d'hommes des bois, de coureurs des prairies qui est venu les aider, les soutenir, aider les Texans de Fort Alamo. À leur tête, il y a le célèbre David Crockett, bien reconnaissable, avec son bonnet de castor, ses vêtements de peau. Lui, il est venu mourir là, ouais, dans la haute lumière de Fort Alamo, dans la nature sauvage de l'Ouest, alors qu'il a été une époque, après ses aventures de trappeur dans les forêts d'Amérique, il a été député au Congrès, ouais. Et puis tout ça, non, il est au-delà, il est capté, aspiré par l'Ouest. Et il finit sa vie de trappeur, comment? En passant par cette dérive au Congrès, là, où il était député. Eh bien, sur les remparts de Fort Alamo. Pour rien, on lui demande rien, il vient aider des Texans, on lui a pas demandé de venir là. Ok, avec ses hommes, tous des trappeurs, vêtus de peau. Et il est mort sur les remparts de Fort Alamo, ce mec, avec Jim Bowie, qui est avec lui à Fort Alamo aussi, bien sûr. Lui aussi est mort à Fort Alamo. Toute une bande de trappeurs et de coureurs des prairies qui sont venus mourir là, une sorte de... comme ces oiseaux perdus des mers qui s'abattent sur un rivage et viennent mourir parce que leur espace est pollué. Il n'y a plus rien. Il leur reste la ferveur d'être dans l'instant, quoi. Ouais, il reste quoi après, là-dessus? Bah, il reste la légende, ouais. Sur les ruines fumantes du fort. Ils sont là, des voix, comme le disent les Indiens qui croient aux esprits, aux présences. L'image, ouais. Ce qu'ils ont laissé, eux. Le don de soi comme ça, gratuitement, en amour, harmonie violente avec l'Ouest sauvage. La mort dans le bleu de l'été. Le truc fou. Un exemple pour tous les empaffés véreux de l'Est. Une grande tarte dans la gueule, ouais. Leur grisaille. Et là-bas, le ciel bleu. Et la mort dans l'immensité du paysage qui chante et dit la même chose, putain. Nostalgie d'un instant où la vie était entièrement décloisonnée, était vécu en rythme avec l'immense nature, dans la vie et dans la mort, et dans la beauté d'être, la peur aussi, bien sûr. Souvenir, bordel. Mémoire, voilà une mémoire à garder. L'exemple d'Alamo, ouais. Il y en a eu plein d'Alamo, il y en a eu d'autres. Ouais, même ici en Europe, Vukovar par exemple, ça a été aussi Alamo.
1849, plouf, la découverte de l'or. L'or, la ruée vers l'or. Un grand moment de la légende de l'Ouest. C'est le début de la ruée vers l'or en Californie. L'or qui était plus puissant que le dollar, bien sûr. L'or qui était un minerai, pas du papier, imprimé, qui venait vraiment du sol avec une vibration forte, une radiation forte, vivante. Les Indiens connaissaient le pouvoir des quartz, des minéraux, leur magie vibratoire, pas celle du papier-monnaie, il y a, oui, la vibration. Oui, c'est plutôt une anti-vibration, ouais. Alors, et puis en 1860, il y a eu, l'histoire va vite, l'élection d'Abraham Lincoln, qui a provoqué la guerre de sécession entre le Nord et le Sud. Le Nord contre les esclavagistes du Sud, soi-disant, hein, ok. Parce que ça n'empêchera pas la Cour suprême des États-Unis de légaliser la ségrégation raciale. Plou, c'est dans les lois. En 1896, ça tombe dans les lois, elle est légalisée, et pourtant, cette guerre de sécession, c'est la victoire, ils ont été victorieux du Nord contre les esclavagistes du Sud. Je rêve, 30 ans après la victoire du Nord sur le Sud, on légalise la ségrégation raciale, c'est dément. On voit déjà comment l'esprit est en train de tourner bizarrement. Une sorte d'Européen schizophrène venu barge, quoi. Et les guerres indiennes ont causé des terribles massacres, ouais. Je rappelle les paroles de l'éleveur devant les milliers de bêtes à cornes qui traversaient le village, dans l'ouest, à Abilène, qui devait convoyer jusqu'à Abilène. Il avait réussi à les convoyer, il pouvait les vendre maintenant. Et il disait, en regardant son bétail, avec ça, on va pouvoir nourrir le monde. Ouais, la grande vision d'expansion, comme ça. Déjà, le réflexe de la surconsommation, hein, de la mondialisation dans la tête de ce mec. Et les Indiens, pendant ce temps. Les premiers vrais Américains, ils ont eu des guerriers valeureux, hein, qui sont entrés dans la légende de l'Ouest. Geronimo, Cochise, Crazy Horse, Sitting Bull, qui a combattu Custer à Little Bighorn, à la bataille de, la folie, putain. Les Indiens, on entend la voix des derniers chefs de tribu, hein, qui montent de la prairie, une espèce de rumeur, comme ça, chargée. Une voix pleine de larmes et de colère, ce que ces mecs sont en train de vivre. Par exemple, ce que dit le chef Seattle, qui doit renoncer à sa terre, hein, sur laquelle est aujourd'hui la ville de Seattle, voilà. Il a piqué sa terre, on a gardé le même nom, Seattle, c'est le nom de la ville qui est là, c'est le nom qu'on donnait à ce chef indien. Ce chef indien, on lui pique sa terre, ok. Il écrit au gouvernement des États-Unis, et il dit, j'ai sa déclaration, les hommes blancs étaient si nombreux, nous ne pouvions leur tenir tête. Nous étions comme des daims, ils étaient comme des ours grizzly. Nous avions un petit pays, le leur était vaste. Nous nous contentions de laisser les choses telles que le grand esprit les avait créées. Eux non. Ils changeaient le cours des rivières s'il ne leur convenait pas. Déjà, le mec voit que l'homme blanc peut agir et modifier la nature selon ses caprices de pouvoir, d'économie, de puissance. Toujours le même truc chez l'homme qui a perdu la relation immédiate avec la nature autour de lui. En Alabama, même époque, hein, un chef des Shawnee qui lance un appel à la vengeance. Ah, j'ai le texte là, ouais. Voilà ce qu'il dit. Maudite soit la race qui nous a pris nos terres et fait de nos guerriers des femmes. De leur tombe, nos pères nous reprochent d'être devenus des esclaves et des lâches. Je les entends maintenant dans les vents qui hurlent. Les esprits de la grande complainte des morts. Leurs larmes tombent des cieux, gémissant. Que la race blanche périsse. Les blancs s'emparent de nos terres, ils corrompent nos femmes, ils piétinent les cendres de nos morts. Qu'ils soient reconduits là d'où ils sont venus, sur une piste de sang. Ce que dit ce chef Shawnee, on voit, putain, les mecs, la réaction des Indiens, ils n'ont pas été passifs. Ils n'ont pas dit, bon, c'est bien le whisky, ça saoule bien la gueule, merci, on connaissait pas. On peut dormir comme ça, là. C'est bien aussi, tout ça, là, le confort, ce petit confort dans les baraques en bois. Les Indiens fuyaient ça comme la peste, c'était l'œuvre du diable. On fermait des esprits dans une maison en bois carré, fermée, avec des portes et des fenêtres. Hein, ça n'existait pas, ça, dans la vision indienne. Eux, c'était les grands espaces, bien sûr. Ça faisait même un avec eux, il n'y avait même pas de tentatives d'approche, de recherche. Si, la grande nature leur parlait, la forme d'un rocher, une forêt, une divinité était présente ici. Il y avait une grande force qui leur était donnée par les rites totémiques.
L'homme blanc n'a pas vu ça, lui. Il a vu ci. Les plus intéressants ont vu la splendeur du paysage, son mystère, son secret. Les Indiens, eux, étaient dans le secret déjà, à l'intérieur. Ah,